Pourquoi est-ce que qu'on regarde une tablette babylonienne vieille de, je sais pas, plusieurs millénaires, une toile de la Renaissance, ou même le dernier film d'action à l'affiche, la figure féminine semble presque toujours triée dans les mêmes cases? Les mêmes cases visuelles et narratives, oui. Exactement. On voit une femme avec une pomme et immédiatement, notre cerveau crie au scandale, à la transgression. On croise un personnage avec une couronne et c'est tout de suite le concept de pouvoir ou de stratégie un peu froide qui s'impose. Ouais, la mère nourricière, la rebelle destructrice, la sainte silencieuse. C'est très codifié. Mais c'est fou. C'est un peu comme si nous avions tous téléchargé le même logiciel de décodage symbolique, sans même nous en rendre compte en fait. Bon, décortiquons tout ça. Alors, ce logiciel, c'est ce qu'on appelle en psychologie un héritage archétypal. Vous savez, l'esprit humain déteste le vide et la nuance absolue. Il a besoin de repères rapides, c'est ça? Complètement. Donc il crée des raccourcis visuels et une sorte de sténographie de l'expérience humaine. Le problème, c'est que ce réflexe a fini par figer la figure féminine dans une équation binaire extrêmement réductrice. C'est toujours la sainte d'un côté et la pécheresse de l'autre. Et c'est exactement ce cliché, cette binarité que vient dynamiter le document sur lequel on se penche aujourd'hui. C'est une analyse qui s'intitule « D'Ève à Marie », et son but n'est pas du tout de nous faire un énième cours d'histoire de l'art pour notre auditoire. Non, pas du tout. Les sources vont bien plus loin que ça. Voilà. Ce texte propose une idée que je trouve fascinante. Ces figures anciennes, ces mythes qu'on croit complètement poussiéreux, ce ne sont pas des stéréotypes historiques. C'est plutôt une grille de lecture. C'est ça, une grille de lecture psychologique étonnamment moderne. L'auteur nous parle d'une sorte de manuel de survie pour comprendre les différentes énergies qui nous traversent aujourd'hui. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, je crois qu'il faut repartir de la base de notre culture occidentale. Le Jardin d'Éden. Oui, il faut retourner au Jardin d'Éden. Difficile de faire l'impasse sur Ève, en effet. Elle cristallise vraiment une ambivalence qui a façonné des siècles de pensée. Si l'on observe la manière dont elle est construite narrativement, elle est indissociable de l'arbre, de la pomme. La fameuse pomme, oui. Et symboliquement, elle est associée à une balance de justice morale. Et pendant très longtemps, la lecture a été totalement unilatérale. C'est-à-dire ? On disait qu'elle est la mère de l'humanité, certes, mais qu'elle est surtout celle par qui la chute arrive. C'est la curiosité fatale qui ruine un monde parfait, en gros. C'est le fameux récit de la culpabilité originale qu'on connaît tous. Mais ce qui m'a vraiment frappé dans la lecture de ce document, c'est la réhabilitation du geste d'Ève. Ah oui, cette partie est très intéressante. Parce que si on y réfléchit une seconde, le Jardin d'Éden, au fond, c'est un peu une cage dorée. L'innocence parfaite, c'est aussi l'ignorance parfaite, non ? C'est exactement l'argument du texte. L'auteur explique que le geste de croquer la pomme, c'est pas une simple désobéissance puérile d'enfant capricieux, c'est le mécanisme même de l'éveil. L'éveil de la conscience. Oui, sans ce choix de la transgression, l'humanité n'aurait pas accès à la conscience ni au libre arbitre d'ailleurs. L'innocence n'est pas un choix, c'est un état qui est imposé. D'accord, je vois. En choisissant de transgresser, Ève force carrément l'humanité à entrer dans le domaine de la responsabilité. C'est pour ça qu'elle est associée à la balance. Soudainement, il faut peser le bien et le mal. Et ça a un prix énorme du coup. Un prix colossal. Le passage de l'ignorance aveugle à la conscience éclairée amène la condition humaine telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec ses souffrances, sa mortalité, ses doutes. J'adore cette dynamique. En lisant ça, je me disais que c'est un peu comme si Ève, et d'ailleurs sa consoeur grecque Pandora, dont on parle aussi, étaient les bêta-testeuses de l'humanité. Les bêta-testeuses. L'analogie est amusante. Ah oui, on les a placées dans un système fermé, un environnement soi-disant infaillible, et elles ont délibérément appuyé sur le gros bouton rouge étiqueté « Ne pas toucher », juste pour voir comment le système réagirait, quoi. Et elles ont trouvé les bugs du système. Voilà. Elles ont trouvé les bugs, donc la mortalité, la douleur, mais elles ont surtout forcé la mise à jour massive du logiciel de la conscience humaine. Pandora, elle ouvre sa jarre, elle libère tous les maux du monde, mais au fond de la jarre, il reste quoi ? Il reste l'espoir. C'est la condition sine qua non pour que l'histoire humaine commence vraiment. La métaphore du bêta-test illustre d'ailleurs parfaitement cette dynamique de disruption dont parle l'analyste. C'est fascinant. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'analyste souligne aussi que cette vision de la femme comme déclencheur du chaos nécessaire, ça n'est qu'une moitié du tableau antique. Ah oui, parce que si on sort de la zone méditerranéenne classique, le ton change radicalement. Totalement. Si l'on regarde d'autres grandes civilisations, on découvre des figures féminines qui ne sont pas du tout définies par la rupture. Elles sont définies par quoi alors ?
par une puissance créatrice et réparatrice qui est totalement assumée et maîtrisée. Prenons l'Égypte antique par exemple, avec Isis. La déesse magicienne. Exactement. Elle n'est pas celle qui détruit l'ordre, elle est la magicienne absolue qui répare. Quand son époux Osiris est assassiné et démembré par Seth, c'est elle qui parcourt le monde pour rassembler les morceaux. C'est un peu glauque, mais très puissant comme image. C'est une force de recomposition totale. Elle lui redonne la vie. Et ce n'est pas le seul exemple. En Mésopotamie, on trouve Inanna, aussi connue sous le nom d'Ishtar. Ah oui, Ishtar, j'en ai entendu parler. C'est une figure vertigineuse. Elle règne simultanément sur l'amour charnel et sur la guerre. Elle n'a besoin d'aucune autorisation pour agir, de personne. Une vraie force de la nature, quoi. Et dans le texte, il y a aussi une mention de la tradition hindoue, je crois. Tout à fait. Shakti. Shakti représente l'énergie cosmique pure. Dans cette tradition, sans l'énergie vibrante de Shakti, le dieu Shiva est considéré comme inerte. Donc le féminin est le moteur de tout. Voilà. Ces archétypes posent le féminin non pas comme un problème moral à résoudre, comme avec Ève, mais comme le moteur fondamental de l'univers. On a donc d'un côté ces figures antiques, massives, cosmiques, presque écrasantes même, et de l'autre la figure d'Ève qui déclenche la machine humaine. Ce qui m'amène à une transition qui m'a un peu dérouté au début de l'analyse. Ah, laquelle ? Quand on passe à la tradition chrétienne, on a l'impression que cette espèce de grande lumière blanche du mythe féminin vient heurter un prisme. Et bam, elle explose en une multitude de couleurs très distinctes. C'est une belle image, la fragmentation de l'archétype. Oui, au lieu d'avoir une déesse qui fait tout, la guerre, l'amour, la magie, on se retrouve avec des rôles extrêmement spécifiques. Est-ce que ce n'est pas une régression, au final? Une façon pour la société de l'époque de compartimenter les femmes dans des petites boîtes bien étanches pour mieux les contrôler? Alors, la critique est ultra légitime, et d'ailleurs elle est souvent formulée, mais l'argument défendu par les sources ici prend le contre-pied de cette idée. Ah bon? Comment ça? Historiquement, le passage au christianisme primitif fragmente l'archétype, oui, mais non pas pour l'enfermer, c'est plutôt pour rendre compte de l'incroyable complexité de la psyché humaine. Ce n'est plus un monolithe lointain et inaccessible comme une déesse. D'accord. Voici où cela devient vraiment intéressant. Comment ça se traduit concrètement en filles? Prenez la figure de Marie, par exemple. Elle est théologiquement construite comme la nouvelle Ève. Celle qui vient réparer les pots cassés. En quelque sorte, oui. Là où la première a créé la rupture par curiosité, la seconde répare cette déchirure par un accueil inconditionnel. C'est l'idéal de pureté et de réceptivité totale. Sauf qu'on ne s'arrête pas à Marie dans les textes. Et heureusement d'ailleurs pour notre auditoire. Parce que l'idéal de pureté absolue, c'est un peu difficile à appliquer un mardi matin dans les transports en commun. Précisément. Et c'est pour cela que d'autres figures émergent pour incarner les aspects beaucoup plus rugueux, plus tangibles de l'existence. Pensez à Marie-Madeleine. Ah, Marie-Madeleine. Une figure très différente. Totalement. Dans la symbolique explorée par l'auteur, elle est systématiquement associée au feu, à la rose rouge de la passion, aux larmes, aux parfums qu'elle verse. Elle est beaucoup plus viscérale, non? C'est le mot. Elle incarne la dimension charnelle, l'amour tumultueux, l'erreur reconnue et la transformation par le lien direct. Elle est la relation vivante, on est très loin du silence parfait de la Sainte Vierge. Il y a aussi ce duo dans l'analyse qui illustre parfaitement cette fragmentation dont on parlait, Marthe et Marie de Béthanie. Ce sont deux sœurs, mais elles incarnent deux manières radicalement opposées d'être au monde. Oui, le célèbre épisode biblique où Jésus vient chez elle. Voilà. Marthe, c'est le concret, l'ancrage. C'est la femme d'action qui organise la maison, prépare le repas, qui s'assure que la vie matérielle fonctionne, quoi. Son énergie est tournée vers l'extérieur. Et elle se plaint que sa sœur ne fait rien, d'ailleurs. C'est ça. Parce que juste à côté, on a sa sœur, Marie de Béthanie. Et elle incarne l'intériorité, la contemplation. Elle s'assoit, elle écoute, elle privilégie complètement le monde intérieur. C'est le pragmatisme absolu de Marthe d'un côté et la profondeur méditative de Marie de l'autre. Deux énergies complémentaires. Et ces distinctions vont s'affiner avec le temps. L'analyse mentionne aussi des figures qui incarnent l'autorité et le combat. Comme qui, par exemple? Esther, par exemple. Esther, dans l'Ancien Testament, qui utilise une stratégie politique extrêmement fine et un courage immense pour sauver son peuple. Elle porte la couronne non pas comme un simple ornement, mais vraiment comme une responsabilité lourde. Une vraie stratège politique. Oui,
Et plus tard, on a Jeanne d'Arc, qui traduit la foi par l'action militaire directe sur un champ de bataille. Ou encore, dans la tradition mystique, les deux Thérèses. Lesquels? Thérèse de Lisieux, qui prône la petite voie de la simplicité dans le quotidien, face à Thérèse d'Avila, qui est un monument intellectuel, une réformatrice et une bâtisseuse d'institutions. Donc si je comprends bien la conclusion de ce passage, c'est que le féminin est devenu un écosystème complet? Exactement. Il est devenu le miroir d'un sujet humain total qui est capable de penser, d'agir, de gouverner et de ressentir avec intensité. Ce qui nous amène, je crois, à la véritable clé de voûte de cette exploration d'aujourd'hui. C'est le moment où toutes ces figures historiques sortent de leurs vitraux ou des livres anciens pour entrer directement dans notre cerveau moderne. Oui, l'aspect psychologique. Voilà. L'auteur fait appel à la psychologie analytique pour nous dire en substance « Attention, ces femmes ne sont pas juste des personnages du passé, ce sont des parties de nous-mêmes. » C'est là qu'il est indispensable de convoquer Carl Gustav Jung et sa célèbre théorie des archétypes. Dites-nous en plus. Jung postulait que notre inconscient collectif est structuré par de grandes formes universelles. Et plus spécifiquement, il a développé le concept de l'anima. L'anima. J'ai souvent entendu ce terme, mais c'est quoi exactement dans ce contexte? L'animal, c'est la dimension psychique féminine qui est présente en chaque individu, et ce, indépendamment de son genre biologique. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cet anima. Et elle gère quoi, cette part de nous? C'est la part de notre esprit qui gère l'intuition, la relation aux autres, la sensibilité, la capacité d'accueil et d'adaptation. Ah! C'est là que le déclic s'est fait pour moi en lisant les sources. En fait, ces prénoms Ève, Marie, Marthe, Esther, ce sont simplement les noms de code de nos propres énergies intérieures. C'est une excellente façon de le formuler. C'est une boîte à outils psychologique. C'est ça. Marie, par exemple, elle représente la grande mère en nous. Cette part qui nourrit, qui sécurise un projet ou une personne, qui offre un refuge face au stress. Oui, et Marie-Madeleine devient l'archétype de l'amante. C'est notre capacité d'émerveillement, notre passion, notre intensité émotionnelle qui refuse la tiédeur et la routine. Et pour Marthe, la femme d'action? La correspondance est frappante. Marthe devient l'allégorie de notre énergie terrestre et organisatrice. Quand nous planifions nos journées, quand nous exécutons des tâches pour que notre environnement reste stable, eh bien nous mobilisons l'énergie de Marthe. Esther, j'imagine que c'est l'autorité? Exactement. Esther, c'est la reine. C'est la part de notre psyché qui est capable de s'affirmer, de poser des limites claires et de prendre des décisions stratégiques parfois tranchées. Et la boucle est bouclée avec Ève qui retrouve son rôle de transformatrice. C'est cette petite voix en nous qui, face à une situation qui ne nous convient plus du tout, ose appuyer sur le bouton de réinitialisation. Même si cela implique de provoquer du chaos à court terme. Mais concrètement, comment on utilise cette grille de lecture au quotidien? Imaginons quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est complètement débordé par son travail, qui gère une charge mentale énorme à la maison et qui a l'impression de courir dans une roue d'hamster géante. Comment ces concepts peuvent l'aider? Eh bien, en lui offrant un diagnostic clair sur son équilibre énergétique. Si l'on relie cela à une perspective plus large, l'intérêt de l'approche jungienne, c'est de comprendre que la souffrance psychologique vient presque toujours d'une identification excessive à un seul et unique archétype. On reste coincé dans un rôle, en fait. C'est ça. Reprenons l'exemple de votre personne débordée. Elle est très probablement enfermée dans une énergie de type Marthe. L'action pour l'action. L'action à outrance. Faire des listes, répondre aux urgences, ne jamais s'arrêter de courir pour que le monde ne s'effondre pas autour d'elle. Le diagnostic clinique actuel de ce déséquilibre, on le connaît tous, c'est l'épuisement professionnel, c'est le burn-out. Donc si je suis votre raisonnement, le remède, ce n'est pas d'essayer d'être une meilleure Marthe, ce n'est pas d'optimiser son emploi du temps avec une énième application de productivité. Absolument pas, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Le remède, c'est de convoquer une autre énergie. D'invoquer la Marie de Béthanie en soi. Voilà, invoquer Marie de Béthanie pour s'autoriser le silence et la contemplation, ou convoquer la Marie-Mère pour faire preuve d'indulgence et de douceur envers ses propres limites. Et j'imagine que le déséquilibre, il fonctionne dans tous les sens. Oui, bien sûr. Quelqu'un qui serait coincé dans une énergie d'Ève en permanence, par exemple, aurait une vie marquée par une instabilité chronique. Le besoin de tout casser tout le temps. C'est ça, le besoin compulsif de démissionner, de rompre ses relations amoureuses, de déménager à la moindre difficulté, juste parce que la rupture semble être la seule manière de se sentir vivant. Un chaos épuisant.
très épuisant. À l'inverse, un excès d'énergie mari pure peut mener à une passivité toxique, l'incapacité de se défendre face à l'injustice sous prétexte d'acceptation totale de son sort. L'harmonie psychique, c'est la fluidité. La capacité de jongler entre ces figures. C'est la capacité de naviguer entre l'action de Marthe, l'autorité d'Esther et la passion de Madeleine, selon ce que la situation exige à l'instant T. C'est super clair. Alors, depuis tout à l'heure, on a passé en revue des profils qui en jettent, il faut bien le dire. La reine couronnée, la rebelle qui fait tomber l'humanité, la magicienne cosmique. Mais l'analyse fait ensuite un pas de côté assez majestueux pour se concentrer sur une figure qui, honnêtement, passe complètement sous les radars d'habitude. Ruth ? Ruth, oui. Pas de miracle spectaculaire, pas de template à l'horizon, pas d'armée en déroute, juste une femme d'une banalité apparente absolue. Et curieusement, le texte avance que c'est peut-être elle qui détient la force de subversion la plus radicale de toutes. Oui, le livre de Ruth est souvent perçu comme un récit mineur dans les textes sacrés, mais sa mécanique psychologique est d'une profondeur rare quand on s'y penche. Posons le cadre pour ceux qui nous écoutent. Qui est Ruth ? Ruth est une étrangère, une Moabite. Elle est mariée à un Israélite qui a émigré dans son pays lors d'une famine, sauf que son mari meurt. Tragédie classique. La voilà jeune veuve, sans enfant et sans aucun statut protecteur dans le monde antique. Sa belle-mère, Noémie, qui est elle-même veuve et ruinée, décide de retourner en Israël. Et elle conseille à Ruth de rester chez elle en Moab ? Elle lui conseille vivement de rester dans son pays, de retourner chez ses parents pour se remarier et trouver la sécurité. C'est le bon sens. C'est le choix logique, oui. La rationalité économique et sociale voudrait qu'elle sauve sa peau. Et là, Ruth prend une décision qui défie totalement la logique. Elle refuse de partir. Elle prononce cette phrase célèbre « Où tu iras, j'irai ». C'est beau. Elle choisit de s'attacher au destin d'une femme âgée et brisée, d'accepter le déracinement total, la pauvreté certaine, par pure loyauté. C'est le premier des 4 mouvements de ce conte initiatique. Le choix irrationnel de la fidélité contre la sécurité confortable. Et le pire, c'est qu'elle arrive en Israël et qu'il n'y a pas de fin de conte de fées immédiate avec des trompettes. Pour survivre, elle va glaner dans les champs. Et le glanage, c'est important de le préciser, consistait à ramasser les quelques épis de blé que les moissonneurs faisaient tomber par erreur ou qu'ils laissaient dans les coins du champ pour les pauvres. C'est ramasser les restes, en gros. C'est l'humilité absolue, un statut réservé aux plus indigents. Et ça, c'est le deuxième mouvement, le temps de l'apprentissage par l'humilité du glanage. Accepter de commencer au degré 0, sans rien exiger. Le troisième mouvement m'a fasciné dans les sources parce qu'il y frôle carrément le scandale. La scène de la nuit sur l'aire de battage. Oui. Noémie, la belle-mère, elle élabore un plan. Elle envoie Ruth, en pleine nuit, se coucher au pied de Booz, qui est le riche propriétaire du champ où elle glane. Dans le contexte de l'époque, c'est un suicide social, non ? Ah, elle pourrait totalement être prise pour une prostituée. Mais Ruth y va sans aucune manipulation, sans séduction classique. Elle se présente dans une vulnérabilité totale. Elle expose sa situation avec clarté et demande simplement à Booz d'assumer son rôle de protecteur familial légal. C'est l'audace de la transparence, le troisième mouvement. Elle ne réclame pas avec arrogance, elle expose une vérité nue, ce qui conduit logiquement au quatrième mouvement, la transformation. Booz est touché par son intégrité, j'imagine ? Exactement. Il l'épouse. Et de cette union modeste d'une étrangère glaneuse qu'on ignorait, naîtra la lignée qui mènera directement au célèbre roi David. C'est faux. C'est une fécondité historique, massive, issue d'une action qui ne cherchait au départ qu'à subvenir aux besoins très basiques du lendemain. Alors qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? J'ai réfléchi à une manière de résumer l'énergie de Ruth, et une analogie issue du monde financier m'est venue à l'esprit. Je suis curieuse de l'entendre. L'énergie de Ruth, ce sont les intérêts composés de la vertu humaine. F ou Jeanne d'Arc, c'est le trading à haute fréquence, tu vois, des mouvements extrêmement volatiles, des coups d'éclat qui changent le marché en 24 heures, mais avec des risques immenses. C'est très imagé. Et Ruth alors ? Ruth, c'est le petit placement quotidien sur un compte épargne ignoré. Une once de loyauté aujourd'hui, un refus d'abandonner demain, un acte de glanage très humble la semaine prochaine. Rien de tout cela ne semble changer le monde sur le moment. Mais sur le long terme. Voilà. Avec le temps, ces micro-investissements s'accumulent et finissent par générer un capital historique et humain colossal. Elle n'a jamais cherché à renverser le système. Et pourtant, sa constance silencieuse a littéralement redessiné la carte de l'histoire. L'analogie financière est cruelle, mais elle est très juste, d'autant plus lorsqu'on l'applique à nos modes de fonctionnement actuels.
Et cela soulève une question importante que l'analyse met d'ailleurs en avant. Laquelle? Dans quel type d'environnement évoluons-nous aujourd'hui? Un environnement qui est complètement obsédé par le retour sur investissement immédiat, par l'agitation visible, sur les réseaux, par la preuve constante de notre valeur. L'immédiateté totale, ouais. Dans ce contexte-là, adopter la posture de Ruth, c'est-à-dire s'engager sur le long terme, sans demander de garantie, accepter de travailler dans l'ombre, de construire un lien solide au lieu de chercher la gratification éphémère, ce n'est plus une simple vertu morale un peu désuète. C'est quoi alors? C'est devenu la forme d'insoumission la plus radicale qui soit face à la tyrannie de l'immédiateté. C'est clair. C'est un voyage conceptuel assez fou qu'on vient de faire aujourd'hui. On part d'une pomme et d'un serpent au jardin d'Éden, on traverse le cosmos avec des déesses mésopotamiennes de la guerre, on s'arrête sur des figures chrétiennes hyper spécialisées dans l'action ou le silence. On plonge dans les profondeurs de l'inconscient avec Jung. Et on finit par atterrir dans un champ de blé avec une femme qui ramasse humblement ce que les autres ont laissé. Mais la ligne directrice de tout ça est limpide. Ce que nous considérions comme de vieux symboles artistiques ou religieux se révèle être une vraie grammaire universelle des énergies humaines. Une grammaire indispensable, oui. Savoir quand il est vital de rompre le statu quo comme Ève. Savoir quand il faut trancher comme Esther. Quand il faut s'activer comme Marthe ou lâcher prise comme Marie de Béthanie. Et surtout, savoir quand la situation exige la patience tenace de Ruth. Et tout l'enjeu pour ceux qui nous écoutent, c'est de transformer cette connaissance théorique en une boussole interne, afin d'arrêter de subir ces archétypes sans le savoir et de commencer à les choisir consciemment face aux défis de leur quotidien. Et justement, avant de conclure cette exploration, j'aimerais soumettre à notre auditoire une réflexion qui m'a un peu obsédé après la lecture de ces documents. On le disait tout à l'heure, notre société contemporaine, et tout particulièrement le monde de l'entreprise, carbure littéralement à l'énergie d'Ève. Ah, la fameuse Startup Nation. C'est ça, on vénère la disruption permanente. Le mot d'ordre partout, c'est de tout briser, de désapprendre, de casser les codes pour innover à tout prix. Mais imaginez un seul instant ce qui se passerait si collectivement nos institutions, nos systèmes éducatifs et nos géants technologiques décidaient soudainement d'adopter l'énergie de Ruth. Ce serait un changement de paradigme vertigineux. Que se passerait-il si, au lieu de chercher frénétiquement la prochaine rupture explosive, nous nous mettions à valoriser une patience extrême, si nous assumions la lenteur de l'apprentissage? Si nous acceptions de glaner? Voilà. Si nous devenions capables de glaner, c'est-à-dire d'extraire de la valeur, de la sagesse ou de la beauté, de toutes ces choses que notre culture ultra rapide a laissées derrière elle en les jugeant inutiles. Est-ce que cela ne redéfinirait pas de fond en comble notre définition même de ce qu'est le progrès humain? C'est une hypothèse qui renverse totalement nos critères de succès modernes. Et franchement, ça donne profondément à réfléchir sur l'héritage que nous voulons construire pour demain. Un grand merci d'avoir éclairé les rouages de ces figures si complexes avec autant de clarté aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. La prochaine fois que ceux qui nous écoutent seront face à un mur ou à un dilemme personnel complexe, prenez une petite seconde pour observer le musée de votre propre esprit. Demandez-vous quelle énergie réclame la situation. Est-ce que le feu de l'amentérie, le pragmatisme de la femme d'action ou la discrétion de la glaneuse? La réponse est souvent déjà là, codée en nous depuis la nuit des temps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans nos sources. À très vite.